BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien toujours dans le 18-19. Mon invité, c'est Stéphane Pallez. Elle est la présidente de FDJ United. Bonsoir Stéphane Pallez. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Comme avec Alexandre Bompard, on va commencer par la fiscalité. Mais cette fois-ci, la fiscalité qui vous concerne parce que vous avez présenté vos résultats ce matin. On a bien vu que le résultat a baissé, un bénéfice net en baisse de 55,9%. Voilà, je cherchais le chiffre exact à 2020. À 176 millions d'euros. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, ben voilà, en fait, on a eu des vents contraires. On a eu des fiscalités, une hausse des impôts un peu partout. Expliquez-nous pourquoi ça a eu un tel impact sur vos bénéfices. Cela dit, ce que vous avez dit a séduit les marchés puisque votre action a pris plus de 8% aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, on a eu une année 2025 tout à fait exceptionnelle en termes de hausse des impôts sur notre activité. Oui, en hausse d'impôts, quoi. Des hausses d'impôts sur l'activité de jeux d'argent. Alors, ça a concerné la France, ça a aussi concerné un certain nombre d'autres pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, FDJ United est présent sur une dizaine de marchés européens, donc aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Roumanie, donc des hausses de fiscalité assez générales et qui, en plus, je le dis tout de suite, mais on l'a bien expliqué, tout le monde l'a bien compris, on a, si je puis dire, les premiers effets en 2025 et on a des effets continue et même certains en augmentation sur 2026, puisque pour des raisons de calendrier, puisque le Royaume-Uni a annoncé en fait des augmentations en fin d'année qui vont s'appliquer 2026-2027. En France, ça a été voté par le Parlement en fait en 2025, ça s'est appliqué sur la moitié d'année 2025 et on va l'avoir en année pleine. Donc au total, sur les 2 années, c'est 140 millions d'euros que nous versons en plus par rapport à un secteur qui est déjà un secteur qui est naturellement très taxé. Donc c'est 140 millions en plus. Oui. Et au total, ça fait combien ? C'est 140 millions en plus. Alors, je ne vais pas vous donner le total, mais ce que je voulais juste expliquer, c'est que on est un secteur qui est lourdement taxé, avec des taux de fiscalité différents par pays, mais dans lequel on peut avoir, par exemple, en France, sur mon activité de loterie, j'ai une fiscalité sur les jeux qui est supérieure à 60%, 69%, ce qui, encore une fois, fait partie du modèle, puisque c'est une activité qui est taxée par les États, puisque elle est autorisée sous réserve, effectivement, d'une forme de prélèvement sur les jeux qui fait partie de son modèle. Mais en 2025, on a connu une hausse par rapport à ça sur l'ensemble de notre activité et de nos pays. Et pourquoi est-ce que ça vient nous impacter assez sévèrement ? Et juste, pardonnez-moi, mais pourquoi il y a eu cette hausse de fiscalité ? Parce qu'on voit bien, il y a la taxe sur... Tiens, vous toucez, évidemment... Vous avez... Alors, par ailleurs, nous avons la hausse de la fiscalité généralement quelconque. Oui, bien sûr. Vous êtes comme Alexandre Bompard. Alors, on a tout comme les autres, c'est-à-dire le maintien de la contribution exceptionnelle, etc. Ça pèse pour combien chez vous ? Donc, je crois que le montant, ça doit être de l'ordre de 27 millions d'euros de fiscalité supplémentaires liées effectivement aux hausses d'impôts généralement quelconques sur les entreprises. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans notre activité, en fait, la base de notre activité, c'est ce qu'on appelle le produit brut des jeux. Donc ça, c'est effectivement ce que nous encaissons après avoir redistribué les gains aux joueurs, et qu'en fait, pour que ça se transforme en chiffre d'affaires, donc ensuite vient s'imposer la fiscalité. Et donc, quand on augmente assez brutalement et généralement les niveaux de fiscalité, en fait, on baisse notre chiffre d'affaires et on baisse notre profitabilité. Donc ça, c'est l'effet négatif immédiat et qu'on ne peut pas compenser immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi est-ce que ça s'est bien passé, même si, encore une fois, nous avons cette année, en fait, une année dans laquelle on a une baisse de notre chiffre d'affaires du fait de l'ensemble de ces facteurs, c'est qu'on a tout de suite réagi
en mettant en place un plan de performance. Alors, on pourrait dire que c'est un plan d'économie, en fait, c'est un plan d'efficience Mais pourquoi la opérationnelle. baisse du chiffre d'affaires? Pourquoi c'est un lien avec Parce qu'en fait, autant la fiscalité, enfin, je crois, mes souvenirs. Parce que c'est une fiscalité qui vient nous prélever du chiffre d'affaires sur notre activité qui s'appelle le produit brut des jeux et qui est notre chiffre d'affaires dans le domaine des jeux d'argent. Alors tiens, donc en fait, ça vient nous manger directement une partie du chiffre d'affaires avant qu'on puisse effectivement dérouler l'ensemble du PNL. Juste, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse quand même pour pas être trop technique. Aujourd'hui, vous avez racheté, on s'en souvient, vous étiez venu sur ce plateau nous expliquer pourquoi. Donc, vous avez racheté United Kindred. C'était le 11 octobre, hein, je crois. Ça a été fini, l'opération a été complète le 11 octobre 2024. Voilà, nous sommes devenus propriétaires fin 2024. Est-ce que c'est pas, en fait, que c'est une très grosse acquisition pour vous, que l'acquisition, la digestion est un peu difficile? Non, alors je pense que c'est tout à fait, encore une fois, les hausses de fiscalité, elles sont complètement indépendantes de ça. Ah non, mais bien sûr, voilà. mais par ailleurs, alors vous avez élargi votre périmètre. Donc, on a élargi notre périmètre, mais ça, enfin, c'est tout à fait volontaire et ça correspond à une vision du secteur dans lequel tout le monde est en train de consolider. Hein. Donc, si on veut être dans la cour des acteurs compétitifs sur le marché européen, il est clair qu'en particulier dans le domaine des paris en ligne, il faut être plus gros, et c'est ce que nous avons fait avec Kindred. Et c'est ce qui fait que, par exemple, en France aujourd'hui, on a 25% de parts de marché, on est le 3e acteur, on a complètement changé de taille et on a complètement changé d'échelle. Donc ça c'était la raison fondamentale de cette acquisition. Pour répondre complètement à la question, donc on a intégré cette activité et après on est en train de la transformer. Donc la transformation, oui, ça prend plus d'1 an. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, il vous reste encore les synergies. Vous êtes arrivé où? On est en train de matérialiser les synergies sur la France, puisque sur la France, où on avait 2 activités, Parions Sport en ligne et Unibet, on est en train de fusionner ces activités et donc de dégager les synergies. Donc ça, c'est tout à fait matériel. Mais vous êtes à combien là? Je veux dire, vous êtes en ligne avec ce qui avait été annoncé? On est tout à fait en ligne avec ce qui a été annoncé, et sachant que notre plan stratégique sur Kindred, c'est encore une fois de créer un grand opérateur européen avec des plateformes et des process qui sont mutualisés et qui peut ensuite se déployer sur une base compétitive sur de multiples marchés. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites? Attendez, pardon. Qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Parce que justement, vous êtes en train. Il y avait donc la Française des Jeux, le Loto, enfin on connaît. Mais maintenant il y avait Kindred. Vous avez racheté The Turf. Enfin, aujourd'hui, concrètement, vous faites quoi et où, Stéphane Pallez? Concrètement, d'abord la France, c'est quand même ce qui nous concerne. Puis c'est votre plus gros marché. Donc concrètement, nous sommes aujourd'hui toujours majoritairement une entreprise de loterie et majoritairement une entreprise française. Les deux, puisque en termes d'activité, puisque en France nous avons à la fois donc notre activité de loterie qui est en monopole, illustrée par ces tickets à gratter qui apparaissent derrière vous, le loto, et avec une grosse transformation de cette activité à travers la loterie en ligne. Mais donc nous avons un cœur d'activité en France qui reste très fortement la loterie. Nous avions déjà à côté une activité de paris en ligne en concurrence qu'on a renforcée et construite en se développant, en rachetant The Turf, qui est une activité de paris hippique en ligne en concurrence. Et sur cette activité, nous l'avons complétée, parce que dans le rachat de Kindred, il y avait, si je puis dire, dans la corbeille de la mariée, une activité française qui est Unibet France. Et donc, ça nous a permis de franchir une nouvelle étape en termes de taille sur le marché français. Donc, 25% de part de marché sur le marché français. Donc, notre activité, sous monopole, c'est 60%. C'est principalement de la loterie. Et ensuite, nous avons, à côté de cette activité en monopole, qui est donc en France essentiellement, plus la loterie en Irlande où on est également en monopole. Nous avons une activité dans les paris sportifs, dans les paris en ligne en concurrence, qui est un peu en France et essentiellement en Europe, puisque nous sommes présents sur 10 marchés. Donc nous sommes présents au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Danemark, etc. Juste le en ligne, comme vous dites, ça représente combien encore en France? On va rester sur la France un instant. Alors, il faut distinguer le en ligne
dans les activités de concurrence, de loterie. Donc là, c'est 15% de notre activité de loterie est en ligne et en croissance cette année de 8%. Et on va continuer à développer cette activité en ligne en même temps que nous continuons à développer dans le réseau. Donc ça, c'est sur nos activités de monopole. Et par ailleurs, au niveau du groupe, aujourd'hui, on a donc des activités en ligne en concurrence qui sont donc principalement issues de Kindred, mais aussi de nos activités en concurrence en France et qui représentent aujourd'hui presque 30% de notre activité. Quels sont les jeux qui, à votre avis, sont l'avenir de la FDJ, enfin, qui sont l'avenir du secteur? C'est quoi? Mais alors, nous, notre vision et notre pari, si je puis dire, pour un opérateur de jeu, c'est que ce qui est important, donc, quand on est un opérateur de jeu, c'est d'offrir une gamme extrêmement diversifiée de jeux, parce que ça correspond à différents types de publics et différents types de mécaniques de jeu et d'habitudes de consommation. Donc nous croyons dans la loterie, qui reste une activité où on va chercher de la croissance et qu'on transforme en termes d'accès à de nouveaux joueurs et aussi de nouveaux jeux grâce à la loterie en ligne. Puisque dans la loterie en ligne, on a à la fois de nouveaux joueurs et on leur offre des jeux qui sont des jeux exclusivement en ligne et qui sont des jeux qui sont de plus en plus innovants grâce au fait que nous sommes dans le digital. Demain alors demain, c'est Euromillions. Honnêtement, aujourd'hui, j'étais dans mes résultats, donc j'ai même pas regardé le niveau d'Euromillions. Oui, mais enfin, on peut pas tout faire. Et heureusement, il y a de très bonnes équipes qui s'en occupent. Donc, Euromillions, ça fait partie de nos grands jeux de tirage dans la loterie, qui fonctionnent à la fois très bien dans notre réseau de points de vente physiques et en ligne. Donc ça reste des jeux très fondamentaux dans notre activité et qu'on fait évoluer, qu'on modernise. Mais voilà. Et à côté de ça, notre vision, c'est que et ce sont effectivement des jeux qui ont eu des croissances beaucoup plus dynamiques et qui sont en dehors des effets fiscaux en croissance plus dynamique. On a des activités de paris en ligne, donc les paris sportifs, le poker, le casino en ligne en dehors de France. Le poker, ça représente combien aujourd'hui? Le poker, c'est petit. Ça reste petit. Ça reste petit. Ce qui est le plus important dans notre activité aujourd'hui, ce sont les paris sportifs, en particulier en France. Le casino en ligne, il existe en dehors de France, et c'est une activité qui est assez développée en dehors de France. Donc on en est où en France sur le casino en ligne? Parce que justement, on en est aujourd'hui nulle part. Nulle part, parce qu'il y a eu des offensives, comme toujours. Et puis, oui, aujourd'hui, honnêtement, vu l'état des débats parlementaires, personne ne pense que c'est le moment d'adopter ou de discuter quelque chose qui est quand même qui serait un bouleversement assez important dans le secteur. Donc, il faut le faire, si on le fait, il faut le discuter dans des conditions Si je vous posais la question normales. Sur les jeux, c'était un instant pour sortir des chiffres, mais aussi c'est parce que l'année prochaine, parce que 2025 a été une année un peu en creux, parce qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde, et il n'y avait pas de football. Et le football, c'est quand même très porteur pour vous. Il y avait du football, mais il n'y avait pas les plus grands événements. Il n'y avait pas les grands événements. En 2024, il y avait la Coupe d'Europe. Et puis là, il y a la Coupe du Monde de football. Il y a les 50 ans du loto, donc ça aussi. Et puis il y a, c'est formidable, il y a 3 vendredis 13. Absolument. Parce que ça reste quand même le jour où les gens jouent le plus. Alors d'abord, ça reste effectivement dans la société française, parce qu'il y a des pays où ça porte malheur, mais en France, manifestement, le vendredi 13, c'est plutôt considéré comme un jour de chance. Et après, notre savoir-faire, c'est aussi de proposer ce jour-là des super lotos, des animations, de mettre en avant nos jeux, et toujours, encore une fois, d'utiliser à la fois ces grandes marques, qui sont celles que tout le monde connaît, mais chaque fois en les renouvelant, en les mettant sur notre canal digital, en renouvelant leurs caractéristiques. Donc c'est pour ça que quand on pense aux jeux de demain, moi je pense que dans les jeux de demain, il y aura probablement toujours Loto et Euromillions. Mais il aura peut-être changé encore. Alors Euromillions, dans les changements qu'on peut faire sur Euromillions, que nous avons fait en 2020, eh bien, il y a voir à quel niveau est-ce qu'on peut éventuellement porter les jackpots. Donc ça fait partie des choses qu'on a faites en 2020. Aujourd'hui, on a un Euromillions qui, en 2025, a atteint 6 fois le jackpot maximal qui est 250 millions.
quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Powerball et des jeux équivalents où il n'y a pas de plafond, on voit qu'on a des jeux qui peuvent atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Donc Euromillions peut être un jeu dans lequel, dans les années suivantes, il y aura des jackpots plus importants, avec des mécanismes aussi de jeux différents. Donc notre business, encore une fois, ça consiste à utiliser nos marques historiques pour les renouveler, les digitaliser, les moderniser, innover. Et par ailleurs, encore une fois, les paris sportifs en ligne, vous l'avez dit, et notamment à l'occasion des grands événements de foot, mais pas seulement, c'est un secteur qui est fondamentalement sur une dynamique de croissance. Vous allez mettre le paquet, parce que là... Comme tous les opérateurs. Oui. Tous les opérateurs. Tous les opérateurs. Oui. Tous les opérateurs. Comme vous êtes en face de moi, j'en profite pour vous poser la question. Pardon. Oui. L'intelligence artificielle, est-ce que ça change quelque chose? Je posais la question, là, encore une fois, à Alexandre Bompard. Est-ce que ça va changer peut-être les algorithmes, le jeu? Est-ce qu'il faut se méfier quand on est un joueur ou pas de ce que ça peut modifier? Alors ça, c'est une question qui était très à la mode il y a quelques mois, parce qu'il y avait des gens qui prétendaient qu'ils pouvaient gagner grâce à l'IA. Alors, c'est pas vrai, en fait. Je voulais quand même le dire tout de suite. D'accord. Donc ça marche pas. Ça marche pas, vous le dites. Donc il ne faut pas de faux espoirs de ce point de vue-là. Donc ce sont des jeux de hasard. Et l'IA ne va pas vous faire gagner sur des jeux de hasard, puisque on est sur des probabilités, de la statistique, donc l'IA ne peut pas vous aider là-dessus. En revanche, l'IA pour une entreprise comme MDJ, c'est un instrument de transformation absolument fondamental. Alors d'abord, on s'est amusé, c'est un peu gadget, mais ça montre quand même quelque chose qui est intéressant. Quand on était à Vivatech la dernière fois, sur notre stand, en fait, on a montré à nos joueurs qu'ils pouvaient créer leur propre ticket à gratter avec leur propre personne, grâce à l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu une sorte d'innovation pour montrer ce qu'on pouvait faire. C'est pas un jeu qui existe aujourd'hui, mais on voit bien qu'on pourrait imaginer qu'on ait des jeux beaucoup plus personnalisés, parce que les joueurs eux-mêmes, en quelque sorte, créeraient pas forcément la mécanique du jeu, mais par contre pourraient choisir leur thématique d'une manière beaucoup plus flexible et personnalisée. Donc ça, c'est un exemple sur les jeux. Ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est que nous, on est une entreprise qui gère une régulation qui est de plus en plus complexe. Peut-être parce que les risques sont plus compliqués aussi à appréhender, dans lequel on nous demande de plus en plus d'avoir une approche extrêmement personnalisée des risques d'addiction. Et donc l'IA, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, en fait, en l'introduisant dans nos processus de relation avec nos clients, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée pour offrir à certains jeux parce qu'ils ont un comportement qui va, et à d'autres ne pas le faire. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui vont changer. Juste un point, parce que vous parlez que vous êtes effectivement une activité régulée, du moins en France. C'est pas le cas ailleurs? C'est régulé partout. C'est régulé partout. C'est régulé partout. D'accord, ok. Alors après, c'est régulé partout, mais là-dessus, puisque vous me posez la question, c'est régulé partout, mais ce qui se passe, c'est que quand c'est, si je puis dire, trop fiscalisé et trop régulé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marché illégal se développe. Voilà. Donc, c'est une activité où la régulation... Il se développe beaucoup? Il se développe beaucoup aux Pays-Bas, dans lequel on a eu à la fois une hausse très forte de la fiscalité et une restriction très très forte de la manière dont les jeux, le jeu illégal ou les jeux c'est-à-dire qu'on a des plateformes en ligne qui proposent aux joueurs d'aller sur ces plateformes et qui ne sont pas fiscalisées, qui ne sont pas contrôlées par la régulation, qui ne respectent aucune norme en matière de jeu responsable. Mais quand la régulation devient trop stricte, il y a une sorte d'effet assez naturel d'offre de jeux illégales où les gens vont jouer parce qu'ils trouvent que le système légal lui-même devient trop restrictif. Tiens, j'ai une question là-dessus, c'est comment lutter contre l'addiction? Parce qu'on voit bien avec l'addiction aux réseaux sociaux, TikTok, etc., enfin, et pas que les offensives du gouvernement, du président, mais... on sait que ça existe évidemment pour les jeux. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour lutter contre ces addictions qui deviennent, notamment pour les jeunes, qui deviennent de plus en plus importantes? On fait énormément. Alors, si on prend la thématique des jeunes, et en particulier en ligne, et qui effectivement rejoint certaines thématiques qui vont bien au-delà des jeux, c'est là où, encore une fois, moi je crois énormément à l'utilisation de la technologie, de l'IA,
pour avoir un meilleur contrôle des joueurs. C'est-à-dire que le jeu en ligne, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais c'est aussi l'endroit où on a la meilleure capacité, en réalité, de contrôler le comportement des joueurs, de contrôler leur âge, etc., si c'est bien fait. Donc, moi, je pense qu'on va, encore une fois, vers une régulation dans laquelle on va être de plus en plus vigilant et soucieux de contrôler le comportement des joueurs, et notamment quand ils sont jeunes, puisqu'on sait que ça comporte des risques particuliers, c'est vrai. Et donc, mot de la fin, 2026 sera quand même meilleur que 2025, malgré la hausse de fiscalité dont vous parliez au début? 2026, nous, on compte bien revenir à la croissance. Oui. Malheureusement, cette croissance va être amputée par la fiscalité, mais le trend sous-jacent, ça sera plus de croissance, ça sera le déploiement supplémentaire de notre plan de performance qui va permettre de maintenir notre marge et de continuer donc à distribuer un dividende en augmentation, ce qui fait partie de notre modèle et qui, je pense, a été salué aujourd'hui et qui a été par nos performances largement salué aujourd'hui en bourse. Merci Stéphane Pallez d'avoir été avec nous, donc la présidente, directrice générale de la FDJ. Voilà, c'est la fin de ce 18-19.